Bonjour à tous, François Vignalou, Mathieu Bultel. Nous sommes tous les 2 associés au département fiscal du cabinet Bignon-Lebray. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un panorama des arrêts qui nous ont paru importants, au cours de l'année 2025. On prépare comme ça, 2 fois par an en général, des panoramas d'actualité fiscale. Celui-là, c'est celui de la fin d'année. Alors ce ne se veut pas évidemment exhaustif, mais on a retenu une vingtaine d'arrêts qui nous paraissaient intéressants pour illustrer les différents sujets d'actualité ou les différents sujets de contrôles fiscaux que nous avons pu voir en 2025. On fera probablement un nouveau webinaire en début d'année 26 pour présenter la loi de finances, si nous avons une loi de finances. Donc comme chaque année, on l'a fait entre janvier et février. Et puis on fera le prochain webinaire d'actualité fiscale mois de mai-juin. On va essayer de tenir 45 minutes, 1 heure pour que ça soit dense mais pas trop long. Et on a la volonté donc de balayer tout ce qui est de la fiscalité des entreprises. Donc on va parler d'impôt sur les sociétés, on va parler de TVA, on va parler de fiscalité internationale. Et on va démarrer tout de suite avec le programme suivant, donc les 5 thèmes sur lesquels nous allons travailler, nous allons parler. Et en premier lieu, nous allons parler de la notion d'acte anormal de gestion. Donc cette notion d'acte anormal de gestion, c'est une notion qui est assez ancienne, hein, puisqu'elle date d'un arrêt de 1938, que j'ai retrouvé dans la jurisprudence, et sur lequel finalement les choses, en tout cas la définition n'a pas beaucoup évolué. C'est surtout sa construction jurisprudentielle qui s'est faite au fur et à mesure. Dès 1938, on parlait de rechercher si la société s'appauvrissait à des fins étrangères à son intérêt, et la notion de contrepartie. Est-ce que la société trouvait une contrepartie à cet appauvrissement, ce qui aurait justifié à ce moment-là qu'il n'y ait pas d'acte anormal de gestion? Alors, la manière, la jurisprudence a construit et a fondé année après année ce concept. Donc là, c'est juste un slide de rappel des deux concepts et des deux angles d'attaque sur lesquels l'administration se fonde pour remettre en cause une opération quand elle considère qu'il y a un acte anormal de gestion. Soit elle attaque sous le fondement de l'article 109, soit sous le fondement de l'article 111. L'article 109, en quelques mots, c'est une présomption légale de revenus distribués par la société qui s'appauvrit, revenus distribués au bénéfice du bénéficiaire, qui est souvent le dirigeant, mais pas forcément. Et c'est lui qui est taxé sur ce bénéfice qui est réputé distribué entre ses mains. En général, il y a une double sanction. On rehausse la société qui s'appauvrit et on taxe le bénéficiaire pour l'avantage dont il a bénéficié indûment entre ses mains. Ça, c'est le fondement de l'article 109. Et puis l'article 111, qui est un autre angle d'attaque, la finalité est la même, c'est-à-dire remettre en cause une opération qui est anormale. C'est la finalité de la libéralité. C'est que notamment lorsqu'on considère qu'il y a, en matière de prix, un écart significatif entre la valeur réelle d'un actif et la valeur de la transaction. Donc on considère qu'il y a un prix qui est anormal, une diminution qui est anormale ou une majoration qui est anormale. À ce moment-là, l'administration doit démontrer qu'il y a à la fois une intention libérale, c'est-à-dire une volonté pour celui qui fait le cadeau, qui donne, de commettre une intention libérale, de commettre une donation, et puis celui qui reçoit, qui a conscience qu'il reçoit un avantage qui est indu. Ça, c'est important. Et puis, la notion d'écart significatif. Donc c'est l'arrêt Théron qui a posé cette règle, et cette présomption d'intention libérale, elle peut être évidemment contestée, et à l'inverse, elle est souvent renforcée lorsque le bénéficiaire, le donateur est donataire, le bénéficiaire et celui qui s'appauvrit ont des relations d'intérêt. Ça, ce sont les principes qui fondent l'acte de gestion, et puis notamment donc les 2 règles principales. Pardon, mon slide a sauté, je reviens.
en avant. Et donc, il y a eu 2 arrêts intéressants. Il n'est pas passé un bien. Il y a eu 2 arrêts intéressants. Voilà, ça saute. J'ai un doute sur la jurisprudence, ouais, oui, voilà. Hop. Sur, cette notion d'acte anormal de gestion, et la notion d'abus de droit. Le premier, c'était un arrêt qui est l'arrêt, Intermarché. C'est une opération, par laquelle, hem, un couple était déjà propriétaire d'un Intermarché, qu'ils avaient acquis, des années, auparavant. Ils avaient signé une transaction, un protocole qui prévoyait que le solde des actions qui permettrait d'être totalement propriétaire de la société qui porte l'Intermarché, le solde des actions serait cédé dans un deuxième temps. Donc, le protocole avait été signé 10 ans auparavant à un prix qui correspondait au prix, normal de la transaction à la date de la signature de ce protocole. Puis 10 ans après, les conditions sont réunies pour que le protocole soit finalisé et que les parties puissent, acheter le solde des actions de l'Intermarché. Donc il y a une discussion avec, l'administration qui conteste, le prix de la cession de la deuxième transaction, le prix du paiement du solde des actions. L'administration fiscale estimant que le prix est inférieur à la valeur vénale de la société. Ce que nous dit l'arrêt qui est intéressant, c'est que, donc on rappelle à nouveau que la notion d'acte en malgestion se rencontre dans les situations où il y a un écart entre le prix de cession et la valeur vénale. Ça, c'est un rappel de la jurisprudence classique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ce prix doit être apprécié à la date d'engagement, donc dans mon exemple, 10 ans avant, c'était en 2011, et non pas forcément à la date de la cession, 2021, 10 ans après, parce qu'en 2011, le prix correspondait à un prix normal, parce qu'en 2011, on avait intérêt et une contrepartie pour le cédant à prévoir d'ores et déjà que le prix serait celui-ci 10 ans plus tard, lorsque les conditions seraient levées. Et donc, c'est cette notion d'appréciation de la date de l'engagement et de la date à laquelle l'acte anormal de gestion doit être apprécié. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une approche vraiment économique d'une opération dans sa globalité, en prenant à la fois, la date de la transaction, la date des transactions et puis la date des contrats ou des avant-contrats qui ont été, signés par les parties. Donc c'est un arrêt important qui confirme un premier arrêt qui s'appelait Alone, qui avait déjà, pris considéré qu'il fallait prendre la date d'une transaction et de l'engagement. Un deuxième arrêt qui est, intéressant, c'est un arrêt de octobre 2025. Cet arrêt est la réunion d'une situation un peu particulière où on avait, des actionnaires minoritaires d'une société qui voulaient, sortir de cette société qui était en difficulté et donc qui voulaient réaliser, leur, opération mais à prix cassé. Et les cédants cèdent leur action aux dirigeants, fondateurs, actionnaires lui aussi de cette société. Le dirigeant fondateur recédant le même jour le prix des actions à un manager. Manager qui doit redresser, la société et qu'on souhaite motiver en lui cédant des actions pour qu'il devienne lui aussi actionnaire. L'administration fiscale considérait que, le prix de la transaction entre les cédants et le fondateur était un prix anormal, parce que c'était la valeur nominale et ça ne correspondait pas à la valeur réelle de la société. Et puis ensuite, donc comme je vous l'ai dit, le fondateur cède à nouveau le même jour ses actions, au manager qui va redresser la société. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, ce qui est aussi donc, opérationnel, c'est que l'administration fiscale a là aussi, pardon, la jurisprudence et le Conseil d'État ont là aussi une approche économique et regardent l'ensemble de l'opération et ne se limitent pas à regarder, la soi-disant,
avantage fiscal à ce soi-disant acte anormal de gestion qui aurait eu lieu entre les cédants et puis le fondateur, pour considérer que le prix était anormal. Mais on regardait l'opération dans sa globalité, les deux temps. Le premier temps entre le cédant et le dirigeant, puis le dirigeant et le manager reprenant l'activité, pour considérer que le prix était un prix tout à fait de marché et qu'il n'y avait pas d'acte anormal de gestion. Il y avait une contrepartie à cette opération. J'ai les slides ont sauté, donc je vais essayer de voir à nouveau ce qui s'est passé et de les voilà. Normalement, peut-être technique, petit somme. Je vais prendre la suite. Oui, alors, 2 autres arrêts, concernant l'acte normal de gestion et plus particulièrement la preuve, de l'acte normal de gestion. Un premier arrêt du 12 mars 2025, l'arrêt Malakoff, qui est intéressant puisque, il porte sur un thème qui est pas souvent, traité par l'administration sous l'angle de l'acte normal de gestion, qui est la déductibilité des intérêts. Chacun sait ici que, la déductibilité des intérêts fait l'objet de textes spécifiques, qui sont donc, le plus souvent, les textes appliqués par l'administration pour contester la déductibilité d'intérêts. Or ici, donc nous sommes bien sur le terrain de l'acte normal de gestion. Alors pourquoi? Parce que simplement, le prêt en question n'était pas consenti entre entités liées. Il y avait une nature un petit peu particulière, donc les faits, étaient les suivants. Donc il s'agissait d'une entreprise de marchand de biens, qui pour l'acquisition d'un immeuble avait souscrit, un emprunt, enfin 3 emprunts en réalité. Un emprunt bancaire, classique, un participatif, auprès d'une entreprise non liée. Donc un prêt participatif a la particularité d'avoir des intérêts qui sont calculés au moins partiellement en fonction du résultat généré par l'entité, emprunteuse. Et enfin, un compte courant consenti donc par l'associé, de l'entreprise marchand de biens. Le prêt participatif qui a été souscrit, se démarquait des autres par un taux d'intérêt assez, enfin très élevé, qui, était expliqué par, l'entreprise emprunteuse par le fait que, elle n'avait pas, offert de garantie sur le bien immobilier à son prêteur et donc, le prêteur avait ajusté le taux en conséquence, taux qui s'avérait donc, élevé. L'administration fiscale a contesté, la légitimité de ce taux, en considérant qu'il était, anormalement élevé et que le caractère anormalement élevé du prêt s'expliquait par le fait que l'entreprise avait indûment, si on peut dire, anormalement, refusé de consentir une garantie, une hypothèque sur le bien immobilier. Donc en quelque sorte que, il y avait une corrélation directe entre, une décision anormale de ne pas consentir de garantie et le taux qui s'en retrouvait lui-même, très élevé et donc anormal. Hem, le Conseil d'État n'a pas suivi cette logique, et a rappelé, et c'est important de le souligner parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, mais que c'est l'administration fiscale qui doit, prouver, hein, l'acte normal de gestion, c'est pas l'entreprise qui doit s'en défendre en principe. Et donc le principal reproche adressé par le Conseil d'État à l'administration fiscale, là aussi, je souligne que le Conseil d'État ne dit pas que l'entreprise avait raison et que le taux était justifié. Le Conseil d'État dit que l'administration fiscale aurait dû faire le job en allant, faire les démarches nécessaires. Et les démarches nécessaires, en l'occurrence, auraient été de vérifier qu'il n'était pas courant dans ce type de schéma, dans ce type de financement, il n'était pas courant d'avoir, une absence de garantie. Et d'autre part, à supposer que il soit avéré qu'il était normal ou en tout cas fréquent qu'il n'y ait pas de garantie sur ce type de financement, d'aller démontrer que le taux qui en découlait était, lui aussi s'écartait de la pratique. Donc, double faute, signalée par le Conseil d'État. L'administration fiscale, n'a pas vérifié que l'absence de garantie était anormale et elle aurait dû le faire. Et deuxièmement, même si, dans les 2 cas, il aurait, quoi qu'il en soit, fallu, comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire, voir, si sur des prêts similaires, on aurait eu un taux, différent ou pas. Voilà, donc, heu,
l'administration a été, le raisonnement suivi par l'administration a été censuré par le Conseil d'État. Deuxième arrêt sur lequel je vais aller un petit peu plus vite, mais qui nous a paru intéressant puisque c'est un sujet qui est très très fréquent dans les groupes. C'est le sujet des management fees, en l'occurrence donc des prestations de services diverses et variées en matière, c'est de l'assistance sur des services supports, donc ça peut être le comptable, le financier, le juridique, l'assurance, l'IT, etc. Donc dans tout un tas de les RH, dans tout un tas de domaines. Et donc il est fréquent que les groupes prévoient que la société tête fournisse, centralise les services supports et donc ventile entre ses filiales le coût des différents services qu'elle rend. La particularité de la RSI, c'est que l'administration fiscale est venue rappeler que les filiales qui payent ces management fees doivent pouvoir justifier de la réalité des services qui sont rendus, de leur substance et de l'adéquation entre les montants facturés et les prestations réelles qui doivent couvrir des besoins tout aussi réels. Donc, le fait qu'on ait une société tête de groupe qui soit effectivement animatrice, qui ait du personnel, qui ait de la substance et qui rende de manière effective des services ne suffit pas. Il faut que chacune des sociétés bénéficiaires puisse démontrer la réalité de ces services. Ça signifie concrètement, en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut conserver une documentation qui permette d'attester de la réalité des services. Donc ça passe par des emails, des notes, les agendas, voilà, les comptes rendus de réunion. Ça peut passer par tout un tas de choses très pratiques. On est vraiment dans le concret. Mais il faut que chacune des filiales puisse justifier qu'elle a des besoins et qu'elle a reçu les services fournis et facturés par l'entité mère. On passe maintenant à une deuxième thématique. Donc, on était sur la question de la preuve de l'acte normal de gestion. On va passer sur le sujet des déficits. Un arrêt qui est assez intéressant, alors qui techniquement ne nous surprend pas, mais qui néanmoins apparemment nécessitait une précision de la part du juge. Tout le monde sait à peu près qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la prescription s'acquiert au bout de 3 ans, ou plus exactement au 31 décembre de la 3e année qui suit l'année d'imposition. Il existe un certain nombre d'exceptions à ce principe, et parmi ces exceptions, une exception qui est malheureusement assez mal connue, qui concerne l'imputation de déficit. L'administration est tout à fait fondée par les textes à aller redresser un exercice prescrit à partir du moment où les déficits générés lors de cet exercice prescrit sont imputés, sont reportés puis imputés sur un exercice qui n'est pas prescrit. Donc, je prends un exemple, si en 2026, vous allez imputer un déficit qui a été généré en 2015, l'administration fiscale a le droit de reprendre l'exercice 2015 et de contester, si elle l'estime légitime, de contester le résultat de l'exercice 2015 pour corriger le montant des déficits qu'on impute en 2026. Donc ça, c'est la règle. Maintenant, ce que le texte ne dit pas, c'est comment on doit traiter la masse du déficit reportable lorsqu'on impute une partie de ce déficit sur un exercice non prescrit. Il y a 2 méthodes qui étaient possibles. Soit on considère qu'on fait un prorata, on se dit, bon, il y a du déficit qui a été généré sur différents exercices. Donc à chaque fois qu'on en impute une partie, eh ben, on retranscrit la proportion des différents exercices générateurs de déficit sur le déficit imputé, ce qui ne semble pas le plus logique. Ou alors, on applique une autre méthode qui consiste à dire les premiers déficits générés, donc les plus anciens, sont les premiers qu'on impute au fur et à mesure. Et c'est cette logique qui était la plus évidente et qui a été retenue ici par le Conseil d'État, qui l'a appliquée, qui a rappelé à l'administration qu'elle n'avait pas la possibilité, lorsqu'on a une masse de déficit reportable, de choisir, entre guillemets, le déficit qui était imputé et donc de contester un exercice prescrit pour refuser l'imputation d'un déficit. Le Conseil d'État est venu dire, venu appliquer une logique, donc première entrée, première sortie. Si jamais les déficits qui étaient contestables dans le passé
donc été les plus anciens, ont été déjà imputés lors d'exercices prescrits, on ne peut plus revenir dessus, on ne peut revenir que sur les déficits qui ont été générés postérieurement et qui donc qui restent reportables et imputables sur les déficits, sur les exercices non prescrits. Pardon pour la relative complexité entre le passage d'exercices prescrits à non prescrits. J'espère que c'est à peu près clair. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'imputation des déficits se fait par ordre d'arrivée. Les plus anciens s'imputent en priorité. Et donc, une fois qu'ils sont imputés sur des exercices qui sont devenus prescrits, on ne peut plus revenir dessus. Alors, toujours rester sur la notion de déficit, mais là, c'est un arrêt qui concerne la notion de déficit dans le cas des fusions. On sait que le principe, c'est lorsqu'une société fait l'objet d'une fusion, est absorbée, ben, l'ensemble de son résultat disparaît, l'actif et le passif remonte aux mains absorbantes, et puis les déficits disparaissent chez l'absorbé évidemment, mais d'ailleurs aussi parfois chez l'absorbante s'il y a un changement d'activité. Ici, cet arrêt, il n'est pas nouveau, mais il permet de rappeler une chose fondamentale, c'est que soit dans le cas d'une fusion où les déficits ne sont pas très importants, jusqu'à 200 000 €, et le transfert des déficits de l'absorbé à l'absorbante peut être fait automatiquement, soit le montant des déficits excède 200 000 €, et là, il faut une demande d'agrément. Et l'intérêt de l'arrêt de la Cour d'appel, c'est de rappeler que cette demande d'agrément, elle doit être préalable à l'opération. Et donc, dans le cas d'espèce, les parties s'étaient un peu pris les pieds dans le tapis et avaient tardé à présenter la demande d'agrément. Là, il fait un moment où l'opération avait déjà été approuvée. Or, c'est ça qui est fondamental, c'est que la demande d'agrément doit être envoyée à l'administration fiscale avant l'approbation de la fusion. C'est le texte qui le dit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison particulière à ce que cette demande d'agrément arrive nécessairement avant l'approbation de la fusion. C'est une réalité juridique, hein, c'est qu'on veut être certain que l'opération sera faite, et donc c'est avant cette opération que la demande d'agrément doit être envoyée. Mais parfois, parfois c'est un peu compliqué de savoir à quelle date. Alors j'ai fait un petit tableau ensuite pour un peu rappeler en fonction des opérations, parce que le droit des sociétés a simplifié pas mal les opérations de fusion, notamment en prévoyant que parfois on n'a plus d'assemblée générale qui approuve l'opération de fusion. Et donc, en fonction de la nature des fusions, qu'on soit fusion simplifiée à 100%, fusion simplifiée à plus ou moins 90%, fusion normale, ou dans les TUP, à quelle date doit-on se placer pour envoyer cette demande d'agrément? Donc, on voit que dans les fusions simplifiées, où en général, on n'a pas de décision d'approbation, c'est la décision de la réalisation de la fusion, c'est la plus-value du dirigeant par lequel il décide de l'absorption de sa filiale de la société absorbante qui absorbe à 100% sa filiale absorbée. Dans les fusions simplifiées ou les fusions normales, c'est avant les assemblées générales, parce que là se tiennent encore les assemblées générales. Dans les fusions simplifiées, on a l'obligation d'avoir une assemblée générale de l'absorbé, mais plus absorbante. Pour les fusions normales, on a encore une assemblée générale de l'absorbante et de l'absorbé, et là aussi, ce sera à ce moment-là. Et dans les TUP, ça sera de la même manière que les fusions simplifiées à 100%, avant la décision de l'associé unique qui décide de la dissolution de sa filiale à 100%. Donc c'est fondamental parce que c'est une question de timing, c'est souvent la responsabilité des conseils, mais il ne faut pas se tromper sur la bonne date. Ensuite, nous allons invoquer les notions de crédit d'impôt et de code par les frais et charges dans la distribution de dividendes. Oui, donc on démarre ici la troisième partie du programme du jour. Donc, il y a eu un certain nombre d'arrêts cette année sur la notion de quote-part de frais et charges, hein, donc la QPFC comme on dit ici, notamment en matière de distribution de dividendes. Alors le principe, c'est que lorsqu'on a une société mère qui détient sa société fille et que les dividendes versés sont éligibles au régime mère-fille, qui permet d'exonérer les dividendes, on a malgré tout 5% de quote-part de frais et charges qui sont réintégrés. Donc en réalité, on n'exonère que 95% des dividendes et certaines fois, voire 1% lorsqu'on est au sein d'une intégration fiscale. Le point intéressant qui a été traité par divers arrêts, et notamment par celui-ci, c'est que
la quote-part de frais charges de 5%, c'est un forfait. La loi ne laisse pas la possibilité de réintégrer moins que 5%. Donc la question qui s'est posée, la question technique qui s'est posée, c'était de se dire, lorsque les frais et charges réellement supportés par l'entité mère, rapport avec la détention de ces titres et la gestion de ces titres, lorsque ces charges sont réelles, sont inférieures au forfait de 5%, peut-on considérer que l'impôt calculé sur la différence, hein, si les charges réelles correspondent par exemple à 1% du montant du dividende et non pas à 5, bah, l'impôt qui est calculé finalement sur les 4% supplémentaires, est-ce que c'est un impôt sur lequel on est susceptible d'imputer les crédits d'impôt sur valeurs mobilières étrangères? Alors, pour être bien compris sur le sujet, il faut préciser 2 choses. La première, c'est que la quote-part de frais et charges qui est réintégrée, on va se dire: «Pourquoi réintégrer une quote-part de frais et charges alors qu'on dit que les dividendes sont exonérés?» Alors c'est une mesure, un peu technique, mais qui est néanmoins, il me semble facile à comprendre. C'est que, heu, dans son résultat, la société mère déduit déjà les charges, les frais généraux, notamment, bah, par exemple, les frais juridiques de tenue des assemblées ou ce genre de choses, et donc a déjà déduit en quelque sorte, un certain nombre de charges liées à l'acquisition de ces revenus. Donc si on exonérait 100% du dividende, en quelque sorte, on déduirait 2 fois, un certain nombre de charges. Donc la réintégration d'une quote-part de frais et charges, c'est pour éviter cette double déduction. Heu et c'est important de le comprendre puisque ça explique ensuite, pourquoi on a cette quote-part qui est réintégrée et pourquoi on la traite différemment en fonction de la réalité, en réalité, de ces frais. Donc pour le Conseil d'État, pour la cour administrative, la cour administrative d'appel de Lyon, pardon, hem, la réponse est assez simple. Effectivement, si vos frais réels sont inférieurs à 5%, bah, à hauteur de ces frais, on parle bien de frais et charges, donc il est logique, qu'on réintègre et qu'on ait, une taxation, de cette réintégration, sur la fraction du forfait qui excède les frais réels. À ce moment-là, la cour administrative d'appel, dans le sillon du Conseil d'État, considère qu'on ne peut pas dire autre chose, finalement, qu'il s'agit d'un impôt, puisque ça correspond pas à des charges, donc c'est forcément, une fraction du résultat qui est imposée, et donc là-dessus, on a la possibilité, lorsque les dividendes, ont subi une imposition, une retenue à la source dans le pays, de l'entité versante, on a la possibilité en France, bah, de calculer un crédit d'impôt, en application de la convention fiscale, et d'imputer ce crédit d'impôt donc sur, l'impôt calculé sur cette, fraction de la quote-part de frais et charges. C'est un petit peu technique, mais néanmoins c'est intéressant puisque c'est une vraie source d'optimisation pour les sociétés qui ont des filiales étrangères et qui, d'année en année, bah, se trouvent à fiscaliser la quote-part de frais et charges. Parce qu'en général, il est quand même assez rare qu'en réel, on soit à 5% sur les frais et charges. Il y a quand même assez peu de frais liés à la détention pure de titres de participation. Heu, la seule difficulté pratique, c'est que c'est difficile de savoir où on commence et où on s'arrête, sur le périmètre des frais à prendre en compte. Mais en général, on est quand même loin des 5%. Donc c'est une vraie source d'optimisation et potentiellement de réclamation à formuler. L'arrêt suivant. Alors l'arrêt suivant, il est intéressant également, donc c'est la revue lundi du Il a dit Conseil oui. d'État. Il est intéressant puisqu'il porte sur la question de la qualification, des titres en titres de participation et sur la notion d'erreur comptable, délibérée. Donc rapidement, les titres de participation, on sait qu'on peut, inscrire des titres dans la catégorie des titres de participation lorsque, ils sont détenus de manière durable et avec une utilité pour l'entreprise qui les détient. Il y a un certain nombre de présomptions, qui sont établies. Donc, comptablement, lorsqu'on a au moins 10% des titres, on est présumé être en titre de participation, et fiscalement, on peut redescendre à 5% lorsque les titres sont éligibles au régime des sociétés mères. On présume que ce sont des titres de participation. Il y a 2-3 autres, situations dans lesquelles il existe des présomptions. Mais pour faire simple, le critère, c'est qu'il faut que ce soit des titres qui soient acquis de manière durable avec, une utilité, pour l'entreprise et notamment celle de pouvoir influer sur, les décisions de la filiale. Alors, quel est l'impact fiscal? Il est assez important puisque, les cessions de titres de participation, détenues depuis au moins 2 ans sont exonérées.
les plus-values ne sont pas taxées, là, sauf réintégration d'une quote-part de frais de charge, là aussi. À l'inverse, les moins-values réalisées sur des cessions de titres ne sont pas déductibles sur les cessions de titres de participation et de manière assimilée, les dépréciations de titres de participation ne sont pas déductibles. Donc ici, l'effet, pour comprendre rapidement la situation, dans le groupe Vivendi, donc une des sociétés du groupe avait acquis des titres de participation au cours d'une opération un peu spécifique. Alors, il ne semble pas nécessaire d'entrer dans le détail des faits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la société avait initialement comptabilisé ces titres en titres de participation, alors même qu'elle savait lors de leur acquisition qu'elle allait les revendre. Donc, a priori, qu'elle n'allait pas avoir de possession durable. Et 2 ans plus tard, lorsqu'il a été question de déprécier les titres, elle s'est dit: «Bah, c'était un petit peu dommage, de les déprécier et de pas déduire les dépréciations», parce qu'on parlait en l'occurrence de participations qui valaient, plusieurs milliards d'euros. Donc, elle a corrigé le traitement comptable en inscrivant ces titres non plus en titres de participation, mais en valeur de placement. Et l'administration fiscale, évidemment, a contesté, cette correction au motif que, on peut toujours corriger une erreur, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas le choix, comptablement, dans le traitement, qu'on a retenu, on peut plaider l'erreur, mais à condition, que l'erreur ne soit pas délibérée. Si on fait exprès de commettre une erreur, à ce moment-là, il faut l'assumer, on ne peut pas la corriger derrière. Donc l'administration a bien compris ici que le groupe Vivendi avait le souhait de déduire des dépréciations, en l'occurrence qui ont généré du déficit qui a pu être imputé plus tard, et elle a refusé d'admettre cette possibilité. Et donc elle a considéré que le groupe Vivendi, et c'est là que c'est intéressant, alors elle s'est placée d'une part sur le terrain du caractère délibéré de l'erreur en estimant qu'au moment où les titres ont été acquis, au vu du montage qui était envisagé, il était certain qu'il n'y aurait pas de détention durable et donc on aurait dû dès le départ les inscrire en titre en valeur de placement. Mais là où c'est plus original et plus intéressant, c'est qu'elle a considéré qu'au vu de la taille du groupe, de son importance, de l'importance de l'opération, etc., c'était du CAC 40, en gros, Vivendi avait les ressources internes, avait le savoir, avait, les conseils adéquats pour déterminer le traitement qu'il aurait dû appliquer dès l'origine. Donc en gros, Vivendi était trop gros, trop fort pour pouvoir se tromper de manière innocente sur le traitement comptable de ces titres-là. Et le Conseil d'État, a suivi ce raisonnement en considérant qu'effectivement, donc c'est factuel, hein, la notion d'erreur comptable délibérée, il faut le prouver. Le Conseil d'État a considéré que l'administration apportait la preuve en se fondant notamment sur les caractéristiques en quelque sorte du groupe, le fait qu'elle ait une direction fiscale qui ait des conseils, présents et cetera. Donc, elle a considéré qu'il ne pouvait pas ignorer cette règle, notamment sur une opération de cette envergure-là. Merci. Alors, on va aller sur un autre thème que la TVA. Par un arrêt qui est c'est pas le dernier, parce qu'il a encore eu un arrêt, la semaine dernière, mais sur un sujet qui est un sujet agaçant en matière de TVA, et pour lequel il n'y avait pas de règles fiscales ni au plan communautaire, ni au plan de droit interne. Et donc c'est une construction jurisprudentielle, notamment la CJUE. C'est la situation suivante, c'est la situation où lorsque un fournisseur émet une facture, et puis il s'avère que finalement cette facture, sur laquelle porte la TVA, soit n'aurait pas dû faire mention de TVA, parce que c'est une opération, exonérée, soit que le taux est erroné, il a fallu mettre un taux plus faible. Et donc on se trouve dans une situation où le fournisseur ayant, facturé est tenu de récupérer la TVA auprès de son client et puis de faire reverser cette TVA collectée, à l'État. Et à l'inverse, le client, assujetti dans mon hypothèse, qui sait que finalement la TVA n'aurait pas dû être facturée ou que la TVA n'aurait pas dû être facturée à ce taux-là, n'est plus en droit de déduire la TVA parce qu'il y a une erreur, il y a une TVA qui a été facturée à tort. Et donc dans cette situation, l'État est gagnant 2 fois, parce que d'un côté, elle a bien récupéré la TVA auprès du fournisseur, la TVA est collectée. Et elle n'a pas permis au client de déduire la TVA, ce qui l'empêche donc de diminuer ce qu'il doit à la TVA, ce qu'il doit en TVA à l'État. Et donc, l'État gagne de TVA. Et encore une fois, rien dans la construction légale des directives européennes permettait de résoudre cette situation. La seule chose qui était permise, c'était de dire aux fournisseurs, et ça aussi c'est une construction,
Si la facture est erronée, parce que le taux de TVA est erroné ou qu'il y a un peu d'erreur de TVA, vous, fournisseur, vous avez le droit de faire une facture rectificative, de récupérer la TVA, auprès de l'État qui était, indûment versée, de restituer cette TVA, pardon, à votre client et donc de se replacer dans la situation qui aurait dû être la situation initiale avec une opération soit exonérée, soit une opération avec un taux de TVA qui était le taux, correct. Bon, donc il y a cette possibilité de facture rectificative. Ce que dit l'arrêt GreenTech, qui est un arrêt, qui est, encore une fois, l'aboutissement de plusieurs arrêts de la CJUE, c'est que dans certaines situations, il n'est pas possible pour le fournisseur de régulariser, de faire une facture rectificative. Il n'est pas possible parce que, soit les délais pour demander la rectification sont prescrits. On sait qu'en matière de TVA, on a 2 ans pour récupérer, pour réclamer une TVA indûment versée auprès de l'État. Donc, dans certaines situations, le fournisseur se rend compte après ce délai de 2 ans, donc il est prescrit, il n'a plus le droit d'aller voir l'administration fiscale et demander à l'administration fiscale: «J'ai rectifié ma facture, je me suis trompé, il ne devait pas y avoir de TVA, rendez-moi la TVA», parce qu'il est prescrit. Il y a des situations où le fournisseur, est liquidé, a disparu, a fait faillite et donc il n'est plus en mesure de faire une facture rectificative, par principe. Et donc, dans ces situations-là, comment on fait pour pouvoir, faire en sorte de rendre cette, opération équilibrée? Parce que encore une fois, la TVA a été initialement versée par le fournisseur à l'État, mais il n'a pas été déduit par le client et donc on a une situation de double taxation. Donc l'arrêt GreenTech, il est intéressant parce qu'il vous dit dans les situations où il est, heu, impossible ou excessivement difficile d'obtenir de la part du vendeur, de la part du fournisseur, le remboursement de la TVA, pour les raisons que j'ai exposées, parce qu'il est prescrit, parce qu'il a été liquidé, parce qu'il est disparu. Le client, qui n'a pas pu déduire, a le droit, dans ces cas-là, de demander le remboursement directement à l'État, directement à l'administration fiscale. De sorte qu'on rééquilibre, on remette en place le système de neutralité, le principe de neutralité de la TVA, c'est-à-dire que l'État touche la TVA une seule fois et non pas deux, et qu'il y ait bien un rééquilibrage de l'opération. Alors c'est une situation que je rencontre là dans un dossier qui est compliqué parce qu'il faut se battre face à l'administration qui considère que, en général, si le fournisseur n'a pas, réclamé la TVA dans les temps, c'est de sa faute. Si le client n'a pas réclamé la TVA à son fournisseur, c'est de sa faute et elle introduit un caractère de bonne ou mauvaise foi, un caractère de manque de justificatif. Or, c'est pas du tout ce que dit la CJUE, c'est pas ce que doit dire désormais le Conseil d'État, c'est que le seul critère qui doit permettre, au client de demander la TVA directement à l'État, c'est s'il n'a pas le choix et s'il n'y a pas de risque que, la TVA puisse être par la suite aussi réclamée par le fournisseur. Mais en général, il n'y a plus de risque parce que, encore une fois, il y a prescription ou parce qu'il y a liquidation, il n'y a plus de fournisseurs présents, dans l'opération. Donc c'est un arrêt intéressant qui est de portée, très pratique. Autre arrêt en matière de TVA, c'est en matière de prix de transfert. Oui, alors François vient d'évoquer un sujet, Mmh. assez complexe en matière de TVA. En voici un autre. Il est complexe, et pas facile à appréhender cet arrêt, l'arrêt Arcomet Tower Cranes, puisque, il est au carrefour justement de 2 concepts qui sont assez différents fondamentalement. Alors la TVA qui est un impôt, une taxe qui est très juridique dans son fonctionnement, et de l'autre côté les prix de transfert qui sont donc, qui sont une réglementation, un concept qui est très économique en réalité. On a rappelé ici, les termes, les principaux termes de l'article 57 du code général des impôts qui fixe le principe des prix de transfert. Pour le dire simplement, l'idée est que, lorsqu'on est, en présence de parties liées qui sont situées dans des États différents, il faut que les transactions entre ces entités soient réalisées dans des conditions normales, et inversement, qu'on n'ait pas, de transfert indirect de bénéfices dans l'État dans lequel, la fiscalité est plus intéressante, ou inversement, qu'on n'ait pas de transfert de charges vers, les États dans lesquels la fiscalité est un peu plus lourde. Donc,
l'idée générale est de s'assurer qu'on a des transactions normales, équilibrées au regard de l'économie du groupe, de la réalité de ses opérations, de son secteur, etc. Donc on a toujours une comparaison permanente entre ce qui se fait au sein du groupe et ce qui se fait entre sociétés indépendantes. Voilà, donc c'est en résumé le concept des prix de transfert. Donc pourquoi on a un arrêt en matière de TVA et de prix de transfert? Alors, le sujet ici, donc pour établir rapidement les faits, donc c'est la société donc Arcometo Cranes est une société roumaine, est une filiale donc d'une société mère belge du même groupe. Et la relation qui existait entre ces deux entités, c'est que la filiale roumaine est une société dont l'activité consistait à acheter des grues pour des chantiers et à les revendre à des tiers. Euh, la société belge, donc sa société mère, lui rendait des prestations de services assez importantes au vu de son activité, donc des prestations de services bien au-delà du support, qui consistaient notamment à aller négocier les tarifs des grues avec les fournisseurs, à réaliser les montages financiers et à organiser un certain nombre de sujets assez cruciaux pour le business de sa filiale, notamment sur les sujets d'assurance, ce genre de choses. Et donc dans le contrat de service intragroupe qui a été mis en place entre la société mère et sa filiale, il était prévu que la société mère serait rémunérée en application d'une méthode bien connue en matière de prix de transfert, donc qui est la méthode de la marge nette. Euh, Autrement dit, enfin pour l'expliquer là aussi, je vais essayer de vulgariser le plus possible. Euh, Lorsqu'on ne peut pas faire autrement, la méthodologie la plus adaptée souvent en matière de prix de transfert consiste à aller comparer la marge nette que réalise la filiale comparativement à la marge nette que réalisent des sociétés qui ont une activité similaire et qui sont indépendantes. Donc, en d'autres termes, on doit s'assurer dans les flux intragroupes que la société mère, les sociétés qui facturent cette filiale, laisse une marge suffisante, mais pas trop importante, pour que le niveau de marge qui reste à la fin dans la filiale soit comparable à ce qui se fait à l'extérieur du groupe. Donc ici, c'est cette méthode qui avait été retenue dans le contrat, donc c'est relativement inhabituel, je dirais. Donc il était question ici que la société roumaine réalise une marge nette qui soit comprise entre -0,71% et 2,74%. Donc si jamais on était en dessous ou au-dessus, il fallait ce qu'on appelle faire des ajustements de prix de transfert, c'est-à-dire des factures adressées à la filiale pour baisser son taux de marge, c'est ce qui s'est passé ici. Mais on aurait pu avoir l'inverse aussi, si on avait une filiale avec une marge insuffisante, elle aurait pu être amenée elle-même à facturer à sa société mère pour équilibrer et se situer dans l'intervalle de marge qu'on a estimé ici correct. Je précise au passage que ici, la question n'est pas du tout est-ce que ce taux de marge était correct ou pas. C'était vraiment le traitement des conséquences de l'application de cette méthode. Donc, j'arrive à mon point TVA, enfin. Euh, il s'est avéré au cours des exercices contrôlés par l'administration fiscale que la société roumaine avait réalisé une marge plus importante que 2,74%. Et en conséquence, comme je l'ai expliqué précédemment, la société mère a émis une facture à la fin de l'exercice, facture d'ajustement des prix de transfert, pour arriver à une marge correcte, pour diminuer le niveau de marge de la roumaine et d'arriver dans l'intervalle prévu. La question qui s'est posée, c'est s'agit-il de la rémunération d'une prestation de service, auquel cas il faut appliquer de la TVA. TVA qui, comme je le disais aussi en préambule, est un impôt qui est très juridique. Dès lors qu'on a un service rendu à titre onéreux avec une contrepartie qui présente un lien direct suffisant entre la réalité du service, sa valeur et puis le paiement qui est effectué en face, il faut appliquer de la TVA. Donc, est-ce qu'on est dans cette logique-là ou est-ce qu'on est dans une logique de prix de transfert pur et dur, qui est une logique très économique et en considérant que finalement, si on a un ajustement, c'est pas une question de le prix du service n'a pas varié, c'est une nécessité économique d'ajuster la marge restante. Euh, alors, la CJE, ici, a adopté une position, alors, non pas intermédiaire, mais circonstanciée, je dirais. Elle est venue considérer qu'au vu des faits, ici, puisque la rémunération selon la méthode de la marge nette était incluse dans le contrat
Et donc apparaissait comme la méthode de calcul de la rémunération qui devait être versée par la filiale à sa mère en contrepartie des services rendus. Elle a considéré qu'on était bien en face d'un paiement, d'un service, et donc on devait appliquer la TVA là-dessus. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce serait le cas dans n'importe quelle situation dans laquelle on a des ajustements de prix de transfert. C'est là que ça devient un peu compliqué, c'est que c'est vraiment une question de fait. Ici, on a considéré que dans le rapport entre les deux sociétés, on avait ce mode de rémunération qui était prévu. Donc, on devait en tirer les conséquences en matière de TVA. Et ce qui est là où il y a un double piège, c'est que l'administration a considéré qu'il fallait appliquer de la TVA. La CGE a dit, vous avez raison, il fallait appliquer de la TVA. Et la double lame, c'était que pour autant, cette TVA qui aurait dû être facturée à la société filiale, la filiale ne pouvait pas la déduire, puisque l'administration a considéré, et ça fait le lien avec un arrêt que j'ai mentionné tout à l'heure en matière d'acte normal de gestion, a considéré que la filiale ne démontrait pas la réalité de ses services. C'est là que ça devient assez injuste et difficile pour la filiale, c'est qu'on lui dit vous auriez dû supporter de la TVA sur cette prestation, puisque c'était le paiement d'un prix. Par contre, on vous a rajouté un prix, mais on n'établit pas qu'il y a une réalité de service derrière qui a été rendue. Donc en fait, la TVA qu'on facture, vous ne pouvez pas la déduire. Donc on paye 2 fois la TVA. Donc ça, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant, encore une fois, donc, bon, d'une part sur les modalités de rémunération, lorsqu'on les établit dans les contrats, et d'autre part, là encore une fois, il faut être très, très précautionneux sur les justificatifs qu'on peut apporter pour justifier la déduction de la TVA. Ok, alors, arrêt suivant sur la taxe sur les salaires, qui est pendant la TVA. Alors, la taxe sur les salaires, je vais passer un petit peu plus vite sur celui-ci. Il est un peu moins compliqué à comprendre, mais néanmoins, il est intéressant parce que la taxe sur les salaires, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les contrôles fiscaux depuis quelques temps et qui n'est pas toujours très bien compris et vécu par les contribuables. Euh, la taxe sur les salaires, c'est un impôt particulier puisqu'il s'applique essentiellement lorsque la TVA ne s'applique pas ou pas suffisamment. Donc on a rappelé ici la règle, sont soumis à la taxe sur les salaires les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui n'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédente. Et quand on parle de chiffre d'affaires, c'est là un petit peu la particularité sémantique de cette taxe, c'est qu'on ne parle pas réellement de chiffre d'affaires, on parle plutôt de recettes. Donc on inclut évidemment le chiffre d'affaires en tant que tel, c'est-à-dire le fruit des prestations de services ou des ventes de biens qu'on a réalisées, mais on inclut aussi d'autres types de recettes, parmi lesquelles notamment les flux financiers, donc les dividendes par exemple, ou les intérêts éventuellement, et ce genre de choses. Euh, Là où on était beaucoup moins sûr, c'est que en présence de filiales soumises à l'IS, on sait que lorsqu'on a une distribution de dividendes qui est donc votée juridiquement et qui est versée financièrement à la société mère, on sait qu'il faut tenir compte de ce produit financier pour le calcul de la taxe sur les salaires, pour le calcul de l'assujettissement et pour le calcul de l'assiette ensuite, et de la charge de taxe sur les salaires. Mais il était beaucoup moins évident de dire comment traiter le sujet dans lequel, la situation dans laquelle on avait une filiale qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, donc une filiale fiscalement transparente. Voilà. Puisque ici tout le monde sait, j'imagine, qu'une société fiscalement transparente, sa particularité, c'est qu'elle décide juridiquement ou pas de distribuer, le résultat qu'elle réalise est imposé entre les mains de la société mère. Donc on a un décalage entre le juridique et même le financier d'un côté, et le fiscal de l'autre, puisque, encore une fois, indépendamment de la réalité des flux, on a une imposition qui soit au niveau de la société mère. Donc comment traiter ça en matière de taxe sur les salaires? Eh bien, assez surprenamment, ce qui me concerne, je considère que ce n'est pas évident, le Conseil d'État considère qu'on doit tenir compte, parmi les flux financiers, parmi les produits financiers, de la quote-part de résultats qui remonte des sociétés de personnes, des sociétés fiscalement transparentes. Il crée un décalage, puisque, on l'a bien compris, s'il y a une adéquation entre la remontée du résultat comptable, enfin la remontée du résultat à la société mère, donc qui suppose le vote d'une distribution de dividendes et le paiement effectif du dividende, si on a une adéquation entre ça et le traitement fiscal, à ce moment-là, bon, il n'y a pas trop de sujet. Par contre, si ce n'est pas le cas,
ça pose quand même un souci puisque les années suivantes, lorsqu'on fera les distributions effectives et que comptablement on va enregistrer ça, il y aura un décalage en fait. Il faudra retraiter l'assiette de la taxe sur les salaires et c'est loin d'être évident lorsque le décalage se fait à plusieurs exercices d'écart. Voilà, et puis dernier thème, on va rester dans les temps, fiscalité internationale, donc 2 petits sujets, établissement stable, Alors, celui-ci, c'est un arrêt qui est à la conclusion d'une saga qui a concerné donc la société Conversant. La genèse de cette saga, c'est qu'on avait auparavant l'arrêt Google qui était un arrêt de 2019 qui a été assez perçu comme assez injuste, j'allais dire, sur le plan officiel, puisque il est un fait, c'est que les critères de reconnaissance de l'établissement stable sont des critères qui ont été établis à une époque où l'exercice des activités par les sociétés se caractérisait par une nécessité d'être présent physiquement sur un territoire. Or, à l'ère du numérique, c'est beaucoup moins vrai et on peut très bien exercer, comme Google et d'autres, une activité très importante sur un territoire sans y être forcément présent ou en tout cas pas dans les conditions qui sont requises par les conventions pour reconnaître un établissement stable. Ce qui fait que des sociétés comme Google, et qui sont en l'occurrence qui est établies en Irlande, pouvaient réaliser des chiffres d'affaires colossaux en France et dans d'autres États sans pour autant y être imposés. Donc l'arrêt Google avait reconnu que malheureusement, au vu des critères qui existent dans les conventions fiscales, on ne pouvait pas taxer Google en France sur une quote-part de son chiffre d'affaires. Les arrêts Conversant sont arrivés juste après. Donc la particularité, c'est que ici, on n'est pas sur un premier arrêt de Conseil d'État, on est sur un arrêt de Conseil d'État, un deuxième arrêt de Conseil d'État sur la même affaire, puisqu'il y a un système de renvoi. Donc on a première instance, cour d'appel, Conseil d'État, qui renvoie une cour d'appel, qui a déjugé le Conseil d'État, et donc le Conseil d'État revient une deuxième fois sur le même sujet. Donc rapidement, ici, l'originalité donc de l'arrêt Conversant, de toute cette saga, c'est que le Conseil d'État a estimé que la convention fiscale, au regard des nouveautés des commentaires de l'OCDE, c'est un couple qui fonctionne ensemble, on a les textes d'une part et on a les commentaires de l'OCDE qui ne sont pas censés être une source de droit au sens strict, mais qui néanmoins permettent d'éclairer la manière dont on doit comprendre les conventions et les appliquer. Entre les arrêts Google et puis les arrêts Conversant, l'OCDE a commenté en quelque sorte les critères de l'établissement stable, notamment concernant les entreprises du numérique, et est venu expliquer que alors il y a 2 critères pour l'établissement stable, l'installation fil d'affaires qui n'était pas le critère concerné ici, et puis le critère de l'agent dépendant. Si on a un agent dépendant qui est autorisé à signer des contrats au nom et pour le compte de la société étrangère, on considère qu'on a un établissement stable dans l'État où cet agent dépendant se situe. C'est précisément ce critère qui était l'objet des commentaires et contrairement à ce qui se pratiquait avant, et notamment dans l'arrêt Google, les commentaires de l'OCDE sont venus préciser que lorsque l'agent dépendant n'avait pas formellement le pouvoir de signer, mais qui réalisait tout le travail en amont, qu'il avait identifié les prospects, les clients, qu'il avait négocié avec eux, et puis finalement qu'il n'y avait plus qu'une validation très formelle et qui est systématique de la part de l'entité irlandaise, en l'occurrence, on devait considérer qu'il y avait un pouvoir d'engager et un pouvoir de signer, et donc on avait un établissement stable. Donc on ne peut plus se cacher derrière la seule signature du siège. Si le siège n'opère pas un réel contrôle et n'a pas une réelle plus-value dans le choix des clients et dans la conclusion des contrats, si c'est purement formel et routinier, on considère que le critère de l'agent dépendant signataire est rempli. Donc on a bien un établissement stable. La société Conversant est tombée là-dedans, pensait s'en sortir comme Google, mais elle est tombée dans cette pauvreté, en quelque sorte. Donc le Conseil d'État l'a condamné en première instance. Et la double lame, là aussi, c'est que non seulement on a un établissement stable et donc la nécessité de déclarer un résultat et de le taxer, mais en plus de ça, on a des pénalités pour activité occulte qui s'appliquent du simple fait qu'il n'y ait pas eu de déclaration. Et ces pénalités sont très importantes, puisqu'elles sont de 80%. Donc la Cour d'appel, sur renvoi du Conseil d'État, a dit OK pour le redressement établissement stable. Par contre,
c'est un peu dur d'appliquer la pénalité pour activité occulte, puisque à l'époque des faits, bah, la société n'avait pas conscience, ne connaissait pas les commentaires OCDE qui ont été modifiés après, et donc ne pouvait pas tirer elle-même la conclusion qu'il y avait un établissement stable. Le Conseil d'État n'a pas été d'accord, donc c'est l'arrêt du 4 avril 2025, considérant que les commentaires OCDE ne faisaient qu'apporter un éclairage à des principes qui existaient déjà. Et donc c'est une vision très sévère, mais qui se base sur la norme juridique stricte. Les principes, les textes existaient déjà, il fallait les appliquer, il fallait comprendre comment les appliquer en quelque sorte. Et donc elle maintient la pénalité pour activité occulte. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que qu'on ait une activité digitale ou nécessitant une présence sur un territoire, il faut être très vigilant sur ce critère de l'agent dépendant et de la signature, puisqu'on a eu en quelque sorte un assouplissement et c'est plus aussi net qu'avant la coupure entre établissement stable et pas établissement stable. On peut y être assez vite, même lorsqu'on a une activité digitale. Voilà, et puis un dernier arrêt pour illustrer surtout l'actualité des contrôles fiscaux. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, beaucoup de dossiers en 2025 qui étaient fondés sur des redressements en matière de 182B, c'est-à-dire des entreprises, nos clients, entreprises qui sont établies en France et qui versent des sommes à des sociétés à l'étranger en rémunération de prestations, d'honoraires de toutes sortes. L'article 182B est très large puisqu'il prévoit toutes sommes qui sont versées par une société en France à un fournisseur étranger. Et donc les contrôles fiscaux qu'on voit, c'est que l'administration française dit vous ne m'apportez pas la preuve que la société étrangère est bien résident fiscal dans son pays, qu'elle y paye bien de l'impôt. Donc, à défaut de preuve, j'applique une retenue à la source de 25%, qu'évidemment les parties n'avaient pas prévu, donc qui vient obérer la situation de l'entreprise française. Et là, la difficulté, c'est que donc, les entreprises françaises n'ont pas du tout vu cette problématique sur 82B. On vient leur prendre 25% de leur, souvent de leur marge de leur chiffre d'affaires. Et puis surtout, elles ont le mal fou après à démontrer a posteriori que leurs fournisseurs, la personne à qui elles ont versé ces honoraires, sont bien des résidents fiscaux. Et dans plusieurs dossiers, l'administration fiscale qu'on a rencontrée ne retient pas des attestations fiscales des autorités de chacun des États. On a beau leur prouver qu'il y a eu des liasses fiscales, qu'il y a des impôts payés, on leur produit l'équivalent des avis d'imposition étrangers pour montrer qu'il y a de l'IS qui est payé et donc que la société étrangère est bien un sujet de fiscalité à résident fiscal à l'étranger, ce qui permet, puisque les conventions fiscales, je ne l'ai pas précisé, ce qui permet à ce moment-là d'être exonéré de la retenue à la source 182B, comme le prévoit la plupart des conventions fiscales. Donc, à défaut de cette démonstration de résidence fiscale, l'administration maintient la retenue à la source, considérant que mon fournisseur étranger n'est pas résident fiscal. Alors, il existe pour autant un imprimé fiscal qu'on appelle les imprimés 5000, 5001, 5002. Mais j'ai vu plusieurs fois des situations où les autorités fiscales étrangères ne sont pas très habituées à remplir ces imprimés, refusent de les remplir, c'est compliqué, ça prend du temps, et préfèrent, parce que c'est leur pratique, émettre des attestations fiscales. Mais comme je vous dis, les autorités fiscales françaises, elles, ne se contentent pas de ces attestations fiscales, et donc refusent de lever la retenue à la source. Donc c'est vraiment un point important. Il y a eu beaucoup de contrôles fiscaux là-dessus, nous on le voit dans nos dossiers. Et donc c'est un point de vigilance pour inciter vos clients, lorsqu'ils ont des transactions avec des sociétés étrangères, donc qui versent des sommes, des honoraires à l'étranger, à s'assurer que leur fournisseur étranger est bien résident fiscal et à obtenir en amont, avant le versement, la remise de cet imprimé 5000, 5001, 5002, qui justifie qu'il est résident fiscal, qui justifie qu'il paye de l'impôt, et qui permettra à ce moment-là à la société française de ne pas prélever la retenue à la source de l'article 182. Voilà, ça c'est une illustration de ce qu'on voit dans nos dossiers. On a réussi à tenir les délais, on espère qu'on avait été clair et pas trop rapide. On va vous envoyer les supports qu'on vous a projetés aujourd'hui, et puis on espère vous revoir à la prochain webinaire de